Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur ce premier live officiel de Sailor Show, régulier cette fois-ci, il y en aura toutes les 2 semaines. Je ne suis pas tout seul à la régie, il y a Pierre qui co-anime avec moi aussi. Pierre. Bonsoir. Pierre qui est un ami de longue date, qui a un magnifique ciné-club qui s'appelle la communauté de la Grotte Chaude. Vous passez principalement de films de cinéma bis, ce genre de choses, c'est ça? Cinéma de genre, cinéma bis, petite pépite méconnue, un peu de tout. Voilà, et donc ce sera lui qui m'aidera, et qui a notamment le retour du chat, qui sélectionnera des commentaires, et qui aussi fait les magnifiques transitions. Comme vous pouvez le voir, on est dans un lieu très très chouette. On est à Jeunesse-Agency, c'est un lieu associatif, lieu culturel associatif, studio d'enregistrement où ils peuvent proposer des formations, également lieu de galeries d'art, d'exposition, etc. Et maintenant, du coup, ce sont eux qui ont décidé ils ont accepté de m'accueillir toutes les 2 semaines, 2 mercredis par mois, pour justement avoir le support technique afin d'animer comme il se doit les lives sur la chaîne. C'est une première, donc je vais commencer par très rapidement vous présenter le concept. En gros, à chaque fois, toutes les 2 semaines, il y aura un invité principal qui m'accompagnera pour discuter d'un sujet. Là, en l'occurrence, l'invité de ce soir, c'est Mathias du Bureau des Mystères, que vous connaissez peut-être soit pour leur podcast audio qu'il co-anime avec Charles, soit pour la collaboration que j'ai faite avec lui et avec Charles précédemment sur ma chaîne. Je lui ai laissé une carte blanche, donc il viendra nous parler de petits sujets assez curieux, assez sympas. On est parti sur un thème assez général pour cette première. Les prochaines émissions seront plus cadrées. Voilà, c'est aussi histoire qu'on se rôde un petit peu tous ensemble, mais qu'en même temps on vous offre du divertissement autour de sujets qu'on trouve sympathiques. Il nous rejoindra à 21h30 et ce sera plus ou moins à chaque fois, à chaque fois en gros on commencera le live, il y aura une petite demi-heure de discussion, moi je vous présenterai quelques sujets qui moi me parlent autour du paranormal, on pourra échanger ensemble, ensuite il y aura la grosse heure minimum avec l'invité, et ensuite on finira tranquillement entre nous, soit par des petites FAQ, soit on rebondira avec le chat. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai commencé avec des lives, et que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, vu que c'est vraiment le dernier socle qui permet d'avoir une vraie interactivité avec vous, qui soit pas juste unilatérale. Et c'est vrai que, comme vous avez pu le voir là, j'essaye de pousser un peu la qualité sur mes dernières vidéos YouTube, et du coup, je voulais retrouver un lien un peu plus simple, un peu plus direct aussi avec vous, et un peu plus communautaire en fait, tout simplement, parce que des fois, on oublie un peu ce côté interactif qui est quand même à la base le fondement de ces réseaux sociaux, j'ai envie de dire. Donc voilà un petit peu, en gros, 21h, 21h30, plus ou moins libre, on discute entre nous. À partir de 21h30, à chaque fois un gros invité. Il y aura alors ça peut être des youtubeurs comme... L'émission va évoluer au fil des semaines, comme des spécialistes sur certains sujets. Ça peut être des professeurs si on parle d'histoire folklorique, ça peut être, je sais pas, des auteurs également. Donc voilà un peu les ambitions que je compte faire avec cette émission. Vous avez pu voir passer 2-3 lives que j'avais fait précédemment pendant l'été, j'essayais un petit peu de me roder. Il me fallait vraiment un lieu, le lieu on l'a trouvé. Je suis content d'avoir Pierre pour co-animer un petit peu parce que c'est toujours plus sympa, on peut se renvoyer la balle. Je suis content d'avoir des invités qui jouent le jeu, et évidemment de temps en temps il y aura également des lives entre guillemets paranormaux avec vous. Vous pourrez intervenir directement, il faudra qu'on mette ça en place avec un système de régie, probablement en passant sur Discord, on est en rodage. Donc Mathias... co-animateur avec Charles du podcast Le Bureau des Mystères, également d'Inspiré de Faits Réels. Inspiré de Faits Réels, il au pluriel vous parle des véritables affaires qui ont inspiré pas mal de films d'horreur, avec un gros axe debunk et journalistique, neutre et très, très travaillé. Voilà, ça fait un petit moment qu'ils ont ce podcast là. Et également le podcast Le Bureau des Mystères, où il chronique il parle de petites affaires paranormales. Ouais, bah écoute, non, tu m'as très bien présenté, j'ai pas grand chose à ajouter de plus, donc moitié du duo avec Charles qui n'est pas là ce soir. Et il y avait un truc que j'avais envie de faire, ça faisait un petit moment qu'on le faisait plus dans le Bureau des Mystères, c'était de parler de sujets très légers, un peu plus courts, un peu plus à la cool en fait. Alors, l'histoire que je vais vous raconter là tout de suite s'appelle tout simplement Une maison à vendre. Et ça s'est passé cet été, plus précisément autour du 16 août. Il y a une annonce immobilière qui a pas mal fait parler d'elle sur internet. Ça parlait d'une maison située à Fayette, dans le Missouri, aux États-Unis.
C'est une très jolie maison, une maison qui sort du lot parce qu'elle a vraiment une belle architecture victorienne, à l'ancienne, avec les briques rouges. Celle que j'ai postée sur mon compte Instagram tout à l'heure pour annoncer que j'en ai dans le live, si vous voyez, si vous voulez la regarder, elle ressemble à ça. Donc voilà, une jolie architecture, c'est une maison qui date quand même de 1875, qui a été entièrement rénovée en 2005, et elle est même classée au patrimoine historique de la ville de Lafayette depuis 2010. Donc cette maison-là était à vendre. L'annonce précise qu'elle fait 229 mètres carrés, qu'elle est une grande pièce à vivre, une somptueuse cuisine ouverte, 2 belles chambres, une salle de bain. Tous les matériaux ont été choisis avec soin, vraiment c'est du bel ouvrage. Il y a un joli parquet, des chandeliers qui donnent du cachet, une cheminée fonctionnelle, une très belle maison. Et pour montrer à quel point c'est une très belle maison, l'agence immobilière House of Brokers a mis en ligne une 60aine de photos qui montrent la maison sous tous les angles possibles. Et en les parcourant, quelques internautes ont eu la méga surprise de découvrir sur ces photos une prison. Parce que oui, cette belle maison qui est au 203 E Morrison Street, elle a une grosse particularité. Via un accès situé à côté de la cuisine, il y a une véritable prison. Et pas une petite, elle fait 230 mètres carrés, elle a 9 cellules, avec un système de verrouillage en parfait état de marche. Et à voir les photos, on constate qu'elles sont très bien entretenues, avec des barreaux vraiment un petit peu étincelants, bien nettoyés. Vraiment une prison qui n'attend que des prisonniers. Alors la question qui se pose évidemment, c'est mais qui possède une maison avec une prison à l'intérieur ? Pour les amateurs de mystères et de théories du complot, il y avait une réponse évidente. Elle appartenait forcément à une personne très riche qui séquestrait des personnes pour leur infliger des sévices. Il y a un mythe d'internet qui a été très souvent cité sur les forums et dans les commentaires Facebook, c'est celui des Red Rooms. Alors, je ne vais pas vous expliquer en détail ce que c'est que les Red Rooms, puisque c'est quand même assez long. Je vais vous renvoyer pour ça vers un épisode du podcast Distorsion, qui a décrypté en détail ce qu'étaient les Red Rooms. Mais en gros, pour vous résumer, ça se passerait sur le dark web. Il y aurait des gens ou des organismes très bien organisés qui proposeraient des shows webcam payants où ils torturent et ils tuent des inconnus, parfois en suivant les directives justement de ces fameux riches clients. Donc voilà, je vous renvoie vraiment vers Distorsion pour comprendre tout ça, parce que c'est vraiment un mythe du net assez répandu. Mais juste pour résumer, faut que vous sachiez 2 choses. La première, c'est que leur existence n'a jamais été avérée, et que ça ressemble vraiment à une légende urbaine. Alors après, des personnes isolées ont pu effectivement se filmer en train de faire des atrocités, puis vendre les vidéos. Je pense par exemple à une affaire, c'est l'affaire du violeur pédophile Peter Scully, qui avait été arrêté en 2018 et qui faisait ça, qui faisait des vidéos atroces avec des enfants et qui les vendait sur le dark web. Mais l'existence d'un réseau à proprement parler qui ferait ça comme un gros business caché, tout ça c'est du pur fantasme. Et deuxièmement, ce qui est important, c'est qu'on n'a pas entendu parler de Red Room avant les années 80. Et justement, en 83, le film Vidéodrome de Cronenberg avait un segment qui mettait en place l'essentiel du mythe de la Red Room. Il y a plusieurs films plus ou moins réussis d'ailleurs, qui ont popularisé ce mythe après. Je pense notamment au film japonais Red Room, à Chatroom ou à Terror.com. Moi, ça m'a directement évoqué les hostels aussi, le premier hostel. Évidemment, bien sûr. Je sais plus comment il s'appelle, Eli Roth. Je pense que ça a beaucoup popularisé aussi et fait fantasmer peut-être ce phénomène des dark rooms. Je t'avoue que je connais pas, j'ai vu des vidéos de Feld Up dessus et tout, mais c'est un sujet que je connais moins parce que j'avoue que ça m'attire un peu moins vu que c'est tellement macabre comme sujet que je préfère éviter de mettre le nez dedans et commencer à me renseigner par peur de sur quoi on pourrait tomber. Donc toi, a priori, c'est plutôt, ça tient plus du fantasme que du... C'est ce qui ressort en tout cas des articles que j'ai pu lire sur le sujet et du podcast vraiment très complet qu'ont fait Émile et Seb de Distorsion dessus. Okay. Donc voilà, après, comme je le disais, voilà, il y a des choses qui existent de manière ponctuelle. Peter Scully, le mec a été arrêté, a été jugé, a été condamné, effectivement, et il y a eu des vidéos où il violait et butait des gosses, et ces vidéos ont effectivement été vendues sur des réseaux pédophiles, quoi. Mais l'existence d'un réseau qui serait tellement organisé qu'ils iraient, comme dans Hostel, chercher des mecs qui sont en voyage en Europe de l'Est et les foutre dans une cellule pour ensuite les torturer devant une webcam, ce truc-là relève visiblement plutôt du fantasme. Okay, donc du coup, en gros, donc si on résume, on découvre des cellules de prison à l'intérieur, on se demande ce que c'est, ça fait un petit peu jaser sur Internet, il y a des rumeurs. Et du coup, est-ce qu'on a une vraie démystification du coup ? Est-ce que c'était une ancienne prison ?
Exactement, je vais t'apporter cette démystification. C'est en fait très simple, hein. Le propriétaire de la maison n'était pas du tout un administrateur de Red Room ou un mec voilà, qui participe à ce genre de choses. En fait, la maison n'avait pas qu'une adresse, elle avait aussi un nom. Et ça, juste en recherchant la photo, tu t'en rends compte très vite. Son nom, c'est la Historic Howard County Jail, donc la prison historique du comté d'Howard. Et comme son nom l'indique, en fait, les habitants du coin, eux, savent très bien hein, qu'elle contenait une prison. Il n'y a aucun mystère là-dessus, aucune révélation quoi, pour ceux qui vivent à Lafayette. En fait, cette maison, elle date effectivement de 1875 et c'était à la base la résidence du shérif de la ville. Et à l'époque, dans les petites villes où il n'y avait pas de véritable prison, c'était pas très rare en fait de voir des shérifs en faire construire une ou plusieurs cellules dans leur propre maison pour garder à l'œil les gens qu'ils arrêtaient. Alors celle-ci, elle frappe parce qu'elle est très grande. Il y a quand même 9 cellules, mais et aussi parce qu'elle est moderne. Elle n'a pas gardé des cellules d'époque. La maison a été entièrement refaite et justement les cellules sont relativement récentes. Et c'est ce qui frappe sur les photos, c'est que t'es pas sur un truc où t'as des vieilles portes de prison rouillées. C'est un truc vraiment très clean. Tu pourrais être dans un pénitencier américain classique, quoi. Mais à part ça, non, c'est juste que la personne qui a refait la maison a voulu garder l'esprit d'époque et garder justement le fait que c'était une maison-prison. Donc je pense qu'il y a rien d'autre là-dessous, c'est juste qu'ils ont voulu garder l'esprit des lieux. À moins, comme l'ont suggéré beaucoup d'internautes, et comme j'ai vu que ça a été suggéré dans le chat aussi, qu'il y ait un petit kink là-dessous. Hein. Cette maison était sur Airbnb jusqu'en juin 2019, et je pense que pas mal de personnes qui aiment l'univers du BDSM ont dû plutôt bien s'y amuser, en vrai. Si ça vous intéresse, la maison est toujours en vente. J'ai checké avant de faire le live, là, elle était affichée à $350,000 cet été, donc par House of Brokers, et le site Realtor, donc qui est en fait un espèce d'agrégateur de petites annonces immobilières, estime qu'aujourd'hui on peut la négocier facilement à $315,000. Donc si jamais vous voulez l'acheter, il y a moyen. Est-ce que du coup la maison, l'agence, le propriétaire en joue un petit peu ou... L'agent immobilier en joue complètement. Hein. Quand tu vois l'annonce qui a été postée justement avec les 60 photos, il décrit la maison et vers la fin de l'annonce, il dit « Et la pièce bonus, une super prison de 250 mètres carrés ». Et là, ça passe en caps lock, tu vois. Genre, donc, tu sens que vraiment le mec fait un truc un peu sensationnel là-dessus. Et c'est pour ça que ça a été repris dans pas mal de sites, pas mal d'articles qui ont été faits dessus. Il y a eu Daily Mail, il y a eu TMZ, il y a eu Fox et plusieurs déclinaisons locales de Fox qui ont fait des articles dessus. Ça a vraiment été un truc... C'était l'attraction médiatique où tout le monde s'est emballé sur cette maison où il y avait des cellules, alors qu'en fait l'explication est un petit peu toute simple. Quoi. 2 clics sur internet et tu trouves la solution, mais c'est vrai que c'est un peu marrant de voir ça, mais même si c'est pas du tout un truc avec les Red Rooms, rien que le fait d'avoir une maison qui a une prison intérieure, c'est relativement inhabituel, tu vois, t'as pas l'habitude de voir ça. Oui, non, c'est vrai que c'est un peu particulier. Ça m'évoque un peu en plus ça permettra peut-être d'embrayer sur le deuxième sujet qui est un petit peu lié, c'est justement déjà premièrement le côté médiatique et la perception différente qu'on fait entre guillemets du paranormal, de l'étrange, de l'horreur. C'est vrai qu'aux États-Unis, bon après ça va peut-être un petit peu aussi avec le côté culturel, mais c'est vrai que vu qu'ils sont beaucoup plus tournés médias, le côté sensationnel, ils mettent beaucoup plus l'accent dessus, quoi. Là où chez nous, alors je suis beaucoup d'influenceurs, d'instagrammeurs urbex ou ce genre de choses, et c'est vrai que du coup de temps en temps je vois les histoires passer en France quand même. En général tu veux faire un peu entre guillemets l'aventurier, je parle vraiment de ceux qui respectent pas les lieux, etc. Il y a très souvent des rondes policières, etc. Enfin, il y a même beaucoup plus de dénonciations, les gens sont beaucoup moins cool avec ça. Alors que aux États-Unis, enfin, je le sais parce que sur YouTube, tout le monde peut le regarder, il y a beaucoup plus cette culture premièrement de l'urbex, mais je fais le parallèle avec l'urbex parce que je trouve que justement ce genre d'article et ce genre de maison à vendre, c'est un peu la même idée, quoi. C'est ce côté lieu très insolite qu'il faudrait découvrir ou aller explorer et qui fait vendre et qui permet derrière de générer un petit business, alors qu'on n'a pas du tout cette culture-là ou ce réflexe-là en France, quoi. Surtout que là, ce qui est marrant, c'est que au-delà du fait qu'il y a une prison à l'intérieur, le prix au mètre carré est tout à fait raisonnable et la maison, enfin vous verrez les 60 photos, a pas forcément besoin de ça pour se vendre, quoi.
J'ai insisté dessus, j'ai fait mon Stéphane Plaza tout à l'heure, mais vraiment la maison est super. Hein. Franchement, pour 315 000 $, c'est une affaire. Hein. Donc s'il y a des acheteurs potentiels, voilà, si vous savez pas quoi faire de votre plan épargne. Puis le truc est entretenu par beaucoup de films. Hein. C'est vrai que là j'en ai cité quelques-uns, mais même t'en as eu un récemment. Pas récemment, il y a moins de 2 ans, je pense. Tu sais, le film qui se passait intégralement sur un écran d'ordinateur portable. Je sais pas si tu te souviens de ce film. On l'a regardé, je me suis endormi devant. Dark Web là. Ouais, le truc que Ouais, j'ai regardé 10 minutes et j'ai dormi. Unfriended Dark Web, ouais. Ouais, je crois que c'est celui-là, ouais. Enfin, t'en as eu plusieurs. Ça reprend ça, hein. T'as eu plusieurs déclinaisons, ouais. Bah, c'est le entre guillemets le fan footage renouvelé, quoi, avec les nouvelles technologies. Alors justement, je précisais, hein, on n'est pas sur des histoires où il y a des grands mystères. Hein. J'ai plus sélectionné ces trucs pour leur côté insolite que je trouvais amusant, et il y a une thématique justement sur soit le fait divers, soit le mystère. Là, typiquement, le deuxième, je vais vous parler d'un business de chasseurs de fantômes. J'ai vu que dans le chat tout à l'heure, ça parlait de Waverly Hills. On est un petit peu dans la même thématique. Vous allez vous en rendre compte très vite. C'est un drôle de business qui s'est lancé à Liverpool. Ce sont des soirées de chasse aux fantômes. Alors justement, on parlait des vidéos de ghost hunting. Il y en a pas mal. Hein. Il y a des émissions américaines, il y a Ghost Hunters, ou sur YouTube, voilà, entre autres le grand JD et Gus DX. Mais entre autres, si vous êtes déjà dit, moi jamais, mais bon, je me suis jamais dit ça, mais c'est peut-être votre délire. Tiens, j'aimerais bien faire la même chose. Et ben sachez que c'est possible avec la société britannique Haunted Happening, qui a lancé un nouveau service un petit peu avant le confinement, qui propose à ses clients de tout simplement passer une nuit dans un lieu supposément hanté. Ce lieu, c'est le Newsham Park Hospital à Liverpool. C'est un immense complexe abandonné, donc c'est pour ça que je parlais de Waverly Hills. On est à peu près sur les mêmes volumes, hein, c'est très grand, qui devrait sûrement faire Avant, je pense qu'il devait faire le bonheur des amateurs d'urbex avant que cette société décide de s'y installer et de faire des tours, puisque maintenant c'est un petit peu plus chiant vu qu'il y a la société qui est là. Mais effectivement, l'histoire du lieu, enfin telle qu'elle est racontée par l'entreprise en tout cas, est plutôt spooky. On est dans un ancien orphelinat qui est devenu un hôpital, qui date de l'ère victorienne, là aussi. Il a été bâti en 1874, et selon Haunted Happening, les enfants de l'orphelinat y auraient subi des punitions cruelles et des châtiments corporels. Rien que ça. C'est ensuite devenu un hôpital en 1954, avant de finalement fermer en 92. Et entre 92 et 97, il a servi de lieu de réaffectation pour les patients d'un asile psychiatrique qui avait fermé pas loin. Et enfin, en 97, il a définitivement fermé et tout a été laissé à l'abandon à partir de là. Alors qu'une histoire comme ça, où tu as donc orphelinat, hôpital, asile psychiatrique, ça commence à faire beaucoup, hein, il manque plus que le sanatorium en fait. La mule est bien chargée, ouais. Ouais, en vrai, tu rajoutes le sanatorium et t'as le grand chelem des lieux hantés, généralement. Le Newsham Park Hospital a forcément de quoi attirer les fans de paranormal, surtout ceux qui croient que les lieux sont chargés émotionnellement, qui gardent les traces de la souffrance qui a été ressentie par les personnes qui y ont vécu. Donc là, forcément, avec ces 3 casquettes-là, orphelinat avec des enfants battus, asile psychiatrique, hôpital, ça commence à être très très chargé. Donc Haunted Happening a décidé d'exploiter l'hôpital pour des tours, mais en fait on ne sait pas vraiment s'ils ont les autorisations, puisque le complexe appartient à une société de développement. Donc, c'est juste pour resituer, 97 officiellement abandonné, entre-temps, ouais. entre leur installation, enfin déjà c'est en quelle année, et est-ce qu'il y a des gens du coup, YouTube n'était pas encore lancé, mais est-ce qu'il y a des gens qui allaient déjà pour enquêter ou juste pour se faire des frayeurs? Est-ce que c'était un peu le repère du coin, ou est-ce que tu as des infos sur ça ou... Justement, j'ai galéré à en trouver. Je vais venir après, à la fin, sur comment est partie vraiment l'histoire de comme quoi le lieu serait hanté. Les plus anciennes traces que j'ai trouvées, en vrai, c'est 2013. Hein. Donc c'est pas si vieux que ça. Et l'hôpital, donc, par contre, ça j'ai vérifié les dates. Les dates que je vous ai données là étaient justes. Hein. 1874, le moment où il a été ouvert. 97, le moment où il a été vraiment définitivement fermé, laissé à l'abandon. Et en fait, entre 97 et 2013, on ne sait pas trop ce qui se passe. J'imagine que c'était un spot d'urbex, parce que c'est vrai qu'un lieu aussi grand comme ça, un petit peu dévasté, qui a cette architecture victorienne, ça doit attirer pas mal de monde. Donc je pense qu'il y avait quand même des gens qui devaient y aller. Mais il n'y avait pas de vrai business autour, en tout cas, et j'ai pas vu de vidéo de chasseurs de fantômes spécifiquement qui étaient à cet endroit-là, contrairement à Waverly Hills ou à d'autres endroits où vraiment il y a beaucoup de monde, quoi.
plutôt intéressant. Enfin, moi, je suis toujours sur l'axe marketing que j'avais déjà sur la précédente affaire. Du coup, c'est plutôt intéressant parce que cette entreprise débarque, crée un petit peu le folklore derrière, en fait, le background, enfin l'histoire de fond, ouais, le folklore, qui permet de créer un terreau fertile et directement de planter en fait l'idée, ce lieu-là, il est vraiment, c'est effectivement un gros lieu de souffrance. Si vous croyez au paranormal, il y a de fortes chances que vous fassiez des rencontres pas forcément agréables. Ça tombe bien, si on veut vous faire peur maintenant, si vous voulez vous faire peur, grâce à nous, vous pouvez le faire un peu dans une ambiance encadrée. C'est un peu le côté, ça permet un peu de directement avoir un terreau fertile, quoi. C'est le... entre guillemets. C'est exactement ça, c'est les organisateurs de tours qui créent la propre légende de leur tour, enfin en tout cas qui l'entretiennent peut-être, parce que peut-être que ça a commencé avant, en tout cas j'ai pas vraiment trouvé de traces. Mais c'est moins évident que tout à l'heure vous parliez de Mortemer. Mortemer, pour le coup, il y a 0 trace des légendes qui se passent à Mortemer avant l'ouverture du musée des fantômes de Mortemer. Donc Ok. très clairement, Mortemer, ça a été créé par les gens qui ont réhabilité Mortemer, par l'association qui l'a réhabilité. D'ailleurs, le livre qui condense tous les fantômes et toutes les apparitions qu'il y a à Mortemer a été écrit juste avant l'ouverture du musée des fantômes par l'actuelle présidente de l'association de Mortemer. Donc on est sur une vraie légende autogénérée à Mortemer. Ok. En l'occurrence, je ne sais pas si c'est le cas ou s'il y avait des choses précédemment à Newsham Park, mais l'essentiel des sources que tu trouves aujourd'hui sur Internet, elles viennent soit de Haunted Happening, soit d'autres sociétés qui ont fait des tours avant. Et c'est là que ça peut être intéressant avant. Après, je pense aussi que, parce que moi, j'ai encore une fois, c'est un peu difficile peut-être au départ d'appréhender vraiment cette différence de ressenti que, par exemple, on aurait nous, français ou francophones, vis-à-vis justement du divertissement, entre guillemets, paranormal, et de ceux qu'ont justement les Américains par rapport à ça. Il y a une émission sur Netflix qui s'appelle Dark Tourism, et t'as 1 ou 2 épisodes qui sont justement un peu sur le tourisme noir. Il y en a un qui est notamment sur les vampires, et un autre qui est sur... qui peut justement être un peu de mauvais goût sur où on revient un petit peu l'assassinat de Kennedy. Donc en gros, cet aspect où on va se dire ouais mais c'est sensationnel, pourquoi les gens iraient faire ça et tout. Je pense qu'il y a vraiment une culture du divertissement qui est très différente et que nous on appréhende peut-être un petit peu mal, quoi, je pense. Tu vois, je sais pas si forcément, je sais pas si je suis très clair dans mon explication, mais en gros t'as ceux qui vont vraiment vouloir faire un business et abuser, on va dire, du paranormal et pour faire du contenu, pardonnez-moi l'expression, mais putassier, quoi, pour vraiment générer des sous. Et t'as les autres qui ont justement cette culture de l'entertainment aux États-Unis qu'on n'a pas forcément ici, où ils vont justement en jouer et où tout le monde est content et tout le monde joue un peu comme si on allait au théâtre, quoi, en gros. C'est un petit peu j'ai l'impression que t'as cette petite différence culturelle là qu'il y a et qui m'a l'air, de la façon dont tu le décris, d'être un peu leur démarche dans ce cas précis. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense que c'est une question de sensibilité et de rapport à la décence aussi qui est pas le même. C'est vrai que, par exemple, aux États-Unis, de ce que je vois souvent dans les sources que j'ai, il y a une fascination pour le morbide qui est beaucoup plus marquée que dans les sources françaises qu'on peut avoir. J'ai l'impression qu'il y a eu un rapport à la mort qui est un peu différent aussi. Donc c'est des choses qui tiennent à la culture des pays dont on parle. Pour le coup, là en Angleterre, c'est vrai qu'il y a un rapport à la mort qui est peut-être différent et au spectacle morbide qui est différent. Je n'aurais pas d'explication à apporter là-dessus, si ce n'est que effectivement, dans les faits, quand on regarde, c'est différent. Ils n'ont pas le même rapport. Je suis pas sûr qu'un business comme ça marcherait vraiment en France. Nous, on a plus une culture du spectacle, je pense, mais de vrais spectacles. C'est-à-dire pas où on joue sur un fait réel qui s'est réellement produit. Un business où on va te faire visiter un endroit où des gens sont morts, je suis pas persuadé que ça marche à fond, à part dans les catacombes. Mais c'est compliqué. Alors que là-bas, c'est beaucoup plus répandu. Aux États-Unis, je regarde une émission qui s'appelle BuzzFeed Unsolved, qui est fait par Shane et Ryan de BuzzFeed, où généralement, quand ils vont dans des lieux hantés, c'est devenu des musées. Et ils dorment à l'intérieur, et en fait, tu vois très bien que la maison a été reconstituée telle qu'elle était la nuit des meurtres, ou des choses comme ça. C'est un truc hyper cradingue pour nous, tu vois, à nos yeux, on verrait pas quelqu'un lancer un musée morbide comme ça ici. Mais là-bas, c'est beaucoup plus répandu, et ça a un certain public.
Bah c'est ouais non moi ça m'avait un petit peu choqué, enfin en tout cas ça m'avait heurté quand j'avais traité de la maison du massacre de Valescas je crois, enfin en gros toute une famille s'était faite massacrer à la hache et effectivement les propriétaires actuels ont refait des travaux pour que ça soit quasiment à l'identique de l'époque et du coup derrière en fait du coup ça appelle effectivement des visiteurs qui peuvent y dormir et notamment des chasseurs de fantômes qui y vont, qui y passent la nuit, qui essayent de capter des PVE et ce genre de choses. Mais du coup, ça génère un business un petit peu morbide derrière. Ouais, non, comme tu le dis, c'est peut-être une question de rapport à la décence. Mais là, le fait que ce soit en Angleterre, en soi, c'est plus ou moins une culture assez proche, quoi. C'est la culture anglo-saxonne, c'est pas 100% la même, mais je pense qu'ils ont quand même des codes différents des nôtres, quoi. Aujourd'hui, tel qu'il est, cette entreprise, du coup, donc il y a le confinement, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on a des témoignages? Est-ce que... Ils en parlent pas. En tout cas, les réservations sont toujours possibles, donc ça veut dire qu'ils sont pas vraiment complets, je pense. Donc ça Ok. doit vouloir dire qu'ils ont pas énormément de monde là qui y va. Pourtant, c'est pas faute de faire la promotion à grand renfort de publications sensationnalistes, hein, puisque selon eux, Newsham Park Hospital, c'est 9000 m² de corridors terrifiants à explorer. En partant à la recherche des habitants fantomatiques qui y résident toujours, vous découvrirez le couloir des vilains garçons, une morgue, une salle de classe, les chambres des infirmières, une chapelle et même un clocher hanté. Donc voilà, tout y est, hein. On a les chaises roulantes qui traînent au milieu des couloirs, on a les frigos mortuaires à la morgue, la poussière, enfin toute cette atmosphère typique voilà, des lieux soi-disant hantés. Il y a vraiment de quoi stimuler l'imaginaire quand tu mets dans l'optique de croiser des fantômes. Et en fait, ça, tu en parlais tout à l'heure justement, c'est quand tu as une légende comme ça qui s'autogénère, ça permet de conditionner les gens qui vont faire l'expérience et de s'auto-conditionner à interpréter tous les détails qu'il va y avoir par ce prisme-là, par le prisme de la maison. Je me permets, on a The Adventures sur le chat qui nous demande si tu as le tarif par curiosité. C'est vrai que... Oui, j'allais y venir. J'allais y venir, je crois que je l'avais noté quelque part. Voilà, c'est entre 70 et 75 € quand même. Pour combien de temps? Ça commence à 21h et ça se termine à 3h du matin. Sachant qu'en ce moment, il faut prévoir 15 jours de battement pour la quarantaine avant d'y aller. C'est ça. Et j'ai même vu des places, alors je sais pas si c'est un pack VIP, je sais pas quoi, où ils te prêtent des trucs, mais c'est 89 livres. Donc c'est encore plus cher que ça. 89 livres, ça fait quoi? Ça fait à peu près un peu moins de 100 balles. Donc c'est cher quand même. C'est vachement cher. Mais bon, surtout que c'est vachement cher pour un truc où il se passe pas grand chose. Parce que en vrai, même s'ils arrêtent pas de te dire que de nombreux phénomènes paranormaux ont été relevés par les clients pendant les explorations, genre des voix qui viendraient du fond des bâtiments, ou ils auraient vu des ombres dans les escaliers, donc que des trucs un peu classiques, mais en vrai, quand tu vas regarder les avis TripAdvisor du truc, ce qui est toujours assez amusant sur ce genre d'expérience, tu en as pas vraiment pour ton argent côté frisson. Parce que même si Haunted Happening c'est une société d'événementiel, ils ont pas mis d'acteurs pour te faire vivre des moments soi-disant paranormaux, ils ont pas mis d'enregistrement caché à des endroits pour te faire en gros du prank ou te faire croire qu'il se passe vraiment des trucs. Et alors que pourtant je suis quelqu'un qui est plutôt très sceptique et qui aime pas qu'on joue avec ce genre de choses, pour le coup sur cette expérience-là je trouve ça dommage en fait. Ils auraient dû assumer que c'est du fake, mettre des acteurs et des bruitages, parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que c'est très cher et les avis TripAdvisor sont très réservés, parce que les gens se plaignent de ne rien avoir vu, d'avoir perdu leur temps, et honnêtement, je les comprends. Quand on te promet que tu vas vivre des trucs de dingue et qu'il se passe rien, à part dans ta tête, tu décides d'y croire à fond, bah forcément, t'es déçu, quoi. Donc, ça ne fonctionne que sur l'autoconditionnement, ce truc. C'est de l'urbex légal, quoi. Alors attendez les gars, parce que moi je sais pas si vous êtes au courant, Ouais. mais a priori, on a en France, dans le Périgord, le château hanté d'un comte qui serait l'équivalent de Vlad l'Empaleur. Moi Ok. je ne savais pas. Alors c'est Corée Paulin qui nous dit ça. Et Corée, si tu as plus d'informations sur le château de notre Vlad l'Empaleur français... Après, ouais, carrément, mais après, les châteaux, c'est encore différent. Tout ce qui est château, que ce soit en France ou ailleurs, il y a toujours un folklore qui est rattaché, alors soit du grand légendaire, comme les histoires avec les fées, Mélusine, etc., qui se perpétuent et qui sont des grands mythes réinterprétés, soit des histoires plus locales, en fait, qui deviennent propres au château.
et qui font partie un peu de la vie du château de manière historique. Et moi c'est ça qui me dérange. On a le côté sensationnaliste qui fait un focus sur ce qu'il y a de plus primaire et de plus inintéressant, on va dire, avec un lieu. C'est-à-dire, oulala, c'est hanté et vous allez peut-être tomber sur des fantômes en occulte. Tout le côté, entre guillemets, historique qui peut être lié au paranormal. Il peut y avoir des gens qui ont vécu dedans, qui sont décédés, qui ont toute leur vie perçu des événements paranormaux. Il peut y avoir des vraies histoires dramatiques de souffrance, sans forcément que ce soit lié au paranormal, mais qui sont intéressantes à raconter. Et là, en fait, le lieu est, on va dire, lavé. C'est peut-être un peu extrême, hein, ce que je dis, mais pour moi, je trouve que c'est un peu balayé la véritable histoire du lieu pour construire quelque chose de très sensationnaliste. Et effectivement, à ce compte-là, autant créer limite un décor de toute pièce et jouer la carte à fond, comme tu l'as dit, Mathias, avoir des acteurs, et pas avoir ce truc d'entre-deux où tu payes pour avoir une expérience de frisson, mais en même temps, c'est tenu par une entreprise, mais en même temps, t'es un peu livré à toi-même et tu déambules et il n'y a rien de véritablement... Donc je sais pas s'ils veulent jouer vraiment sur cette frontière entre... C'est un peu fictif, mais on te le dit pas vraiment, donc tu prends quand même du plaisir, ou bien s'ils se sont juste dit, non c'est cool, les gens déambulent, et avec le background qu'on a créé, c'est suffisant pour qu'ils aient peur, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, je sais pas, de l'urbex, ou parce que le moindre lieu un peu dégradé, sur lequel on rattache 2-3 poncifs et clichés de l'horreur, ça va matcher, quoi. Je sais pas trop. Enfin, moi, j'ai un peu de mal avec ce placement. C'est juste de l'urbex avec un guide, en vrai, hein, ce qu'ils font. Il y a rien de plus. Un guide, il va t'apprendre plein de choses, justement. Par exemple, si vous faites des visites de château, bon, vous le savez que c'est folklorique, donc c'est pas forcément paranormal, ça tient du folklore, mais le guide, il va vous apprendre des choses sur le lieu, évidemment, historique, mais aussi telle et telle légende, enfin, il y a du fantastique, on vous fait rêver, et là du coup, faudrait... Enfin, si le but, c'est juste de déambuler et de pas véritablement avoir d'historique autre que, ben oui, il y avait des gens malades, et c'est horrible, et ils sont morts en souffrant, etc. Après, pour le coup, je l'ai pas fait le tour, hein, mais je pense qu'ils doivent quand même faire ça, tu vois. Enfin, ça me paraîtrait aberrant que juste ils te fassent déambuler à l'intérieur et qu'ils te racontent rien pendant... Attends, ça dure de 21h à 3h du matin. Oui. Si le mec il te raconte rien, c'est vraiment très très chiant pour le coup. Les gars, je pense que le mec, partenariat, faut qu'on y aille. Ouais, faut qu'on vérifie. Après, ça dépend. Tu vois, c'est pour ça que je suis partagé. Si la personne met les formes et que c'est très historique, mais qu'elle met un peu les formes pour jouer un peu sur la corde effrayante, etc. Ok, mais effectivement, enfin moi, quand de base ça se passe dans un lieu assez lourd, on va dire, je sais pas, j'ai un peu de mal. Parce que déjà de base, j'ai toujours eu du mal avec les urbex dans des cliniques ou des hôpitaux hantés ou d'anciens sanatoriums, parce qu'on part forcément du principe que, oh là là, la folie c'est tout de suite quelque chose d'horrifique et quelque chose dont il faut avoir peur. Et enfin bon, voilà, c'est un cliché avec lequel j'ai beaucoup de mal par expérience personnelle. Du coup, j'ai vraiment beaucoup de mal du coup avec les business construits sur ce cliché de l'horreur. Tout simplement. Tu vas détester ce qu'ils font d'autre. Hein. Tu vas détester leurs autres expériences. Parce qu'ils font pas que celle-là. Ils font d'autres endroits. Certains, je pense que tu connais, parce que tu as déjà dû en parler dans des vidéos, je pense, genre l'hôtel Ancient Ram Inn. Il est vachement connu. Voilà. Ils le font là-bas, à la fameuse auberge hantée, où je pense qu'il y a la moitié des youtubeurs spécialisés en exploration de lieux hantés qui a dû aller. C'est vraiment le Disneyland de l'exploration d'auberge hantée. Et ils sont aussi allés dans une maison, ils font aussi l'expérience dans une maison hantée de Pontefract. Alors ça, je sais pas si tu connais, moi je ne connaissais pas du tout. Il y a eu un truc qui s'est passé là-bas qui a inspiré le film d'horreur britannique When the Lights Went Out, que je n'ai pas vu non plus. Okay, pas vu. Et cette histoire, c'est celle du moine noir de Pontefract. Alors, je connais. Oui, pardon. Tu connais l'histoire de Poltergeist, voilà. Ça a l'air de ressembler un peu à celle d'Enfield, mais du coup plus à la campagne. Cette histoire est une... C'est très je pense que c'est très inspiré ce fait. Alors déjà le moine noir c'est aussi un cas paranormal qu'on raconte aussi en France, ça tient de la légende urbaine, c'est cette espèce de personne encapuchonnée que certaines personnes voient, etc. À la base ça vient la première personne à véritablement avoir raconté ça, dans notre histoire proche, c'est Anton Tchekhov, le moine noir, qui raconte comment un homme
perd pied en fait, perd la raison, parce qu'il voit une espèce de figure, et cette figure c'est un moine noir, et au fil du récit il devient complètement aliéné par cette vision en fait. Et dans les témoignages qu'on retrouve sur cette légende urbaine du moine noir qui s'est construite... Bah, tu vois, je pense que la société en question, là, elle a dû prendre tous les trucs un petit peu paranormaux qui se passent en Angleterre et où il est possible d'aller. Parce que par exemple, tu peux plus y aller aujourd'hui. Et il doit faire des trucs dans tous ces lieux qui ont une histoire déjà préexistante. Et à mon avis, ce qui se passe, c'est qu'il se passe rien à l'intérieur, mais juste il te raconte ce qui s'est passé à l'époque, et ça suffit à te conditionner à surinterpréter tout ce qui se passe. Moi, ça dépend, là-dessus, ça dépend vraiment de la dimension, comment dire, de la qualité des informations qui sont dispensées. Alors, toujours pareil, j'en profite pour en parler, hein, c'est pas du tout une pub ou quoi, c'est juste que moi, à Paris, j'ai fait plusieurs fois les visites nocturnes de Sous les Pavés, donc ils vous font des trucs assez sympas, que ce soit au cimetière du Père-Lachaise, ou déambuler dans Paris, etc. J'en ai fait plusieurs, genre le culte du diable, ou le cimetière du Père-Lachaise, vu sous un angle... occulte, et en général c'est très bien construit historiquement, et après évidemment il y a une part de légende, mais on vous prend pas pour des jambes. Et ce genre de choses, moi j'ai aucun souci avec ça, je veux même qu'on me fasse rêver, mais je veux aussi qu'on me dispense qu'on me donne des informations de qualité quoi, et pas que ce soit juste une récupération de légendes urbaines qu'on entend à tort et à travers sans qu'il y ait de la plus-value ajoutée. En tout cas, quand tu fais un commerce de ce genre de choses, j'attends que il y a un minimum de... Bah, quand t'es un client, que t'as un minimum de respect. Oui, enfin, pas forcément de respect, tu vois, mais de qualité, en tout cas, oui, la qualité inclut le respect. Il y a des questions par rapport à cette thématique ou... C'est un peu le bordel sur le chat. Par ça part du Père-Lachaise, ça parle du manoir de Shining. D'ailleurs, je savais pas moi que le manoir de Shining c'était un vrai truc. Le château... Il y a plein de choses. Ouais, là, partout, ça parle de tournage de film. Les gens font une conversation parallèle. Donc, mais, c'est bien. On parle du Père-Lachaise. Il y a une émulsion. Si je peux rebondir juste sur le Stanley Hotel, je vois qu'il y a des gens qui parlent de l'hôtel de Shining. Le Stanley Hotel existe vraiment. Charles en a parlé dans un de nos récents numéros. Je crois que c'était le numéro 2 des vacances du Bureau des Mystères. Il en parle assez longuement en expliquant d'où ça vient ce truc autour du Stanley Hotel qui serait hanté, alors que en vrai non. Et comment en fait l'hôtel aujourd'hui, les nouveaux patrons de l'hôtel en ont un peu marre que ce soit un truc typé horreur, et qui veulent vraiment le faire redevenir ce qu'il était à la base, c'est-à-dire un hôtel de luxe au milieu de la nature où tu viens vraiment te reposer avec tout le confort moderne en profitant du paysage. Donc ils veulent vraiment, ça appartient à un groupe d'hôtels de luxe, et ils veulent vraiment en faire un vrai hôtel de luxe cool, en se débarrassant un petit peu de cette image-là. Donc en fait, ce qui était avant appelé le tour des fantômes de l'hôtel, parce qu'il y avait vraiment un tour des fantômes de l'hôtel que tu pouvais réserver quand tu étais client de l'hôtel, c'est devenu le tour historique de l'hôtel. Donc pendant le tour historique, il te parle évidemment du fait que Stephen King a dormi ici, des rumeurs de fantômes qu'il y avait, mais ils accentuent beaucoup moins sur cette nouvelle version du tour, sur le côté fantôme, parce qu'ils ont vraiment envie de s'en détacher. Surtout que ça part vraiment de rien du tout à la base au Stanley. C'est dommage, hein. Enfin, moi j'ai vachement moins envie d'y aller du coup maintenant. Tant qu'ils c'est un pur hôtel. Hein. Ouais, ça a l'air. Hein. C'est magnifique. Hein. Enfin, le labyrinthe, il existe le jardin labyrinthe Non, il n'y est pas. Non, il y a beaucoup moins d'espace dédié à ça devant, mais par contre, ça reste vraiment au milieu des montagnes, et c'est vraiment magnifique comme hôtel. Alors, dans le chat, c'est pas la première fois que ça revient, on nous parle beaucoup du Cecil Hotel. C'est là où Isalam a été retrouvé. En fait, c'est compliqué parce que comme c'est un hôtel pas cher, enfin surtout à l'époque où il y a la vague de tueurs en série à Los Angeles, comme c'est un hôtel pas cher, oui, c'est pas impossible qu'il y ait logé 1 ou 2 soirs. Donc le tueur en série, c'est Richard Ramirez, le Night Stalker, qui est effectivement, il aurait logé, je crois, 1 ou 2 soirs, mais il y a pas grand chose de plus là-dessus. Et il y avait un autre tueur en série aussi, dont j'ai bouffé le nom, mais qui serait passé également. Et donc c'est vrai que cette concentration de tueurs en série, mais on parle vraiment d'un truc, c'est étalé sur plusieurs années, et c'est probablement de l'ordre de... Comment on appelle ça, merde, j'ai oublié le mot. Quand c'est purement fortuit que ça arrive, comme ça. J'ai oublié le nom. Ouais.
Coïncidence, merci. C'est ça. On est plutôt dans un truc qui est de l'ordre de la coïncidence qu'autre chose. C'est juste que c'est un hôtel qui effectivement est placé, bien placé au centre, à downtown à Los Angeles, sur une grosse artère, sur Main Street, et qui en plus est pas très cher et qui a énormément de chambres. Donc ouais, c'est pas impossible que dans un quartier aussi mal famé que downtown, surtout dans les années 80, downtown a beaucoup changé. C'est toujours un peu doom, mais c'est beaucoup plus sécurisé aujourd'hui. Mais dans les années 70-80, downtown, il y avait pas mal de rues qui étaient des vrais coupe-gorge. Donc voilà, mais cet hôtel-là est, à mon avis, pas un cas isolé. Tu vois, si Night Stalker, il a passé une nuit au Cecil Hotel, il a sûrement passé une nuit dans un autre hôtel, mais où on n'a pas retrouvé Elisa Lam et où on n'a pas fait le lien, tu vois. Ah, pour le coup, c'est les pauvres hôtels qui ont mauvaise presse, que ce soit l'affaire Elisa Lam ou les histoires de tueurs en série qui auraient séjourné chez eux, ça donne surtout envie de pas y dormir, quoi, a priori, quoi. À part pour ceux qui ont vraiment envie de faire du dark, du tourisme morbide, ouais, c'est plus un frein à leur commerce qu'autre chose, quoi. Puis il y a des bien meilleurs hôtels à downtown que je peux vous conseiller. Si vous voulez. Je suis allé plusieurs fois à downtown Los Angeles pour le boulot. Parce qu'il se trouve que je couvrais des cérémonies de remise de prix à Los Angeles à un moment dans ma vie pro. Et du coup, j'étais pas souvent logé à downtown Los Angeles. Donc je suis passé devant cette zone-là et bon, aujourd'hui ça va, hein. Mais je pense que dans les années 80, ouais, vers là où il y a le Cecil, qui s'appelle plus le Cecil Hotel d'ailleurs, hein. Il s'appelle je sais plus quoi, On Main, et c'est devenu un espèce de boutique hôtel aujourd'hui, donc c'est plus aussi cradingue qu'à l'époque. Ouais. Mais ouais, il y a des bien meilleurs hôtels à downtown Los Angeles. Toujours sur cette histoire là d'exploration payante, depuis tout à l'heure, j'utilisais beaucoup le mot autoconditionnement. Et c'était à la base pour faire un parallèle avec un autre truc dont on a pas mal parlé cet été, si on peut faire une parenthèse là-dessus, qui est Randonautica. Ouais, aussi, effectivement. Non, je pensais à Randonautica. Je sais pas si vous en avez sûrement entendu parler de cette appli dont le concept est assez simple. Je sais pas ce que ça vaut, hein. Honnêtement, c'est très bizarre. Je sais pas si ça marcherait. Bah, parle-nous-en. Fais-nous un résumé pour ceux qui connaissent. Je vais en parler très brièvement, hein, parce que le grand JD a fait une vidéo qui est beaucoup plus complète que ce que je vais dire sur le sujet, mais en gros, c'est une application qui utilise ton GPS et qui te propose d'aller dans un endroit que tu connais pas. C'est-à-dire, tu lances l'appli, ils te disent de penser à un truc, et ça te génère un point aléatoire quelque part autour de toi, et tu y vas. L'appli te dit de penser à un truc. Tu savais pas, mec, l'IA maintenant elle lit dans tes pensées. D'accord. Ah oui. C'est curieux. Et donc voilà, tu penses à un truc, ça te génère un point aléatoire quelque part autour de toi, donc après tu peux choisir à peu près la distance, hein, bien sûr, et tu t'y rends, et visiblement, des fois, ce sera en rapport avec ce à quoi tu pensais. Genre, il y a quelqu'un qui... C'est un biais de confirmation, quoi. Je veux pas fâcher des gens dans le chat s'il y a des gens qui aiment bien ça, mais c'est un peu comme les Ghost Box, les trucs dans les enquêtes paranormales où les mecs ils scannent la radio à l'infini et de temps en temps ça dit bisous et ils disent oh il m'a fait un bisou. Ouais, c'est du biais de confirmation, quoi. Il y a un moment donné, t'as un truc. Je suis pas spécialiste, monsieur, je connais pas les termes techniques non plus, des biais, mais c'est aléatoire, quoi. Au bout d'un moment, ça tombe juste. Ah bah c'est le concept même de l'application d'être aléatoire, et ça ne fait sens que si on veut lui donner un sens. Ouais. Par exemple, voilà, je citais ce cas où il y a quelqu'un qui disait ouais, j'avais pensé à mon chien qui était décédé il y a 2 semaines. Et elle va au point donné par Randonautica, et là il y a un chien qui est en train de se balader et qui n'a pas de maître, tu vois. Mais sauf que ça, c'est une histoire qui est médiatisée dans la presse américaine, mais c'est un cas sur les millions de points qui sont générés par jour, quoi. Et on se sert de ça pour dire ah putain c'est fou, elle pensait à son chien et elle a trouvé un chien abandonné, quoi. Ou un autre cas où il y a des gens qui pensaient à je sais pas quoi et ils ont trouvé un cadavre, malheureusement, au point où ils sont allés, et donc il y a les flics qui sont arrivés et tout le bordel, et cette affaire là a fait beaucoup de bruit, il y a eu plein d'articles dessus. Mais c'est aussi arrivé avec Pokémon Go, du coup oui aussi, ouais, non, c'est un peu le même principe, hein, qu'avec Pokémon Go. C'est tu vas à un endroit que tu connais pas et tu découvres un truc et tu surinterprètes tout, quoi. En fait, parce qu'il y a quelques années, il y en a peut-être qui sont adeptes de ça, moi je le connais juste, j'ai jamais vraiment tenté. En gros, c'est des chasses au trésor interactifs, ça s'appelle le géocaching. Ça s'appelle ton anniversaire. C'est vrai, exactement, vous avez fait du géocaching grandeur nature. En fait, le géocaching, je crois que c'est géocaching le terme, ça se développe de plus en plus, et je pense que vous allez voir ça arriver de plus en plus, sauf si le coronavirus nous tue tous. Mais en gros, ouais, c'est un peu l'histoire, c'est un peu l'idée d'avoir une espèce de chasse au trésor interactive,
mais qui normalement est guidé par étapes. Alors que là, le concept de Randonautica, c'est que bah, c'est complètement aléatoire, mais ça repose sur le même principe. C'est une espèce de chasse au trésor où en gros, voilà, vous savez que vous allez partir à l'aventure. Et là, du coup, la petite recette différente qui fait peut-être que ça a bien buzzé aussi, c'est qu'effectivement c'est aléatoire. Du coup, si c'est random, bah voilà quoi, c'est l'attrait de l'inconnu, on sait pas sur quoi on va tomber, et potentiellement, il y a 1001 histoires qui peuvent se créer derrière, qu'elles soient incroyables, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient extrapolées quoi. Mais du coup, enfin, moi je trouve que ça a l'air plutôt intéressant, j'ai jamais testé. Je sais pas s'il y a des spectateurs, enfin si certains d'entre vous avaient déjà testé, si vous avez des petits retours là en live d'expérience. Non, ils ont de l'inspiration. Il y a Ghost One qui nous dit si je pense à Thune, est-ce que ça marche? Allons savoir. À vérifier, à vérifier. Ouais, non, pour l'instant, je ne crois pas. Après, les gens sont vachement sceptiques et parlent de. Comme on le disait, enfin voilà, on parle de géocaching aussi. Il y en a dans ma ville en forêt, mais personne n'a retrouvé de cadavre et c'est bien dommage. En fait, je trouve ça intéressant vu que j'aime beaucoup la culture creepypasta et la culture légende urbaine d'internet. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai un peu commencé en racontant ce genre de choses. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quand on part du principe qu'on sait que voilà, on joue avec la notion de réalité. Mais on va pas non plus croire, enfin, on sait qu'il y a une frontière qu'on franchit pas, on sait que c'est faux, mais voilà, c'est de se dire, ah ouais, jouer le jeu et si c'était vrai, et du coup ça peut créer des petites, je sais pas, des petites creepypastas, je pense, très intéressantes autour de l'appli, et ça s'est déjà vu, je pense, ça s'est déjà vu sur internet. Moi je crois que c'est sur TikTok que ça doit bien buzzer ce truc, parce que j'ai commencé un peu à faire de la veille sur TikTok pour voir ce qu'on pouvait faire en termes de création. Et j'ai vu pas mal de gens ouais, qui font énormément de... Enfin, c'est très très partagé ce genre de choses sensationnelles sur qu'est-ce qu'on découvre avec l'appli. Donc je pense qu'il y a un véritable attrait qui va se développer. Attends, sur TikTok, il y a ça? Je crois, ouais. En gros, ouais t'as des trucs... Bah, tu sais, en fait, sur TikTok, t'as plein de trucs qui buzzent très facilement dans... Je sais pas, moi je vois que des chats et des meufs qui dansent en général. Bah après, faut affiner tes recherches, tu vois, mais attends, on va le faire en direct. On fait des expériences en direct, c'est aussi ça. Ah, c'est fou. Randonautica Challenge, voilà. Tac. Voilà, forcément, ça devient un challenge. Randonautica Challenge, le hashtag, hein, je vous lis les hashtags. Randonautica, le hashtag Randonautica, c'est 707 millions de vues sur TikTok. Et avec challenge, à chaque fois, c'est du 50 millions de vues. Ça commence à s'essouffler un peu, j'ai l'impression, aux États-Unis et sur TikTok. Vraiment, le gros pic de popularité, c'était cet été. Ouais. Et j'ai l'impression que là, ça commence un petit peu à baisser. C'est remplacé par d'autres challenges sur TikTok, parce qu'il y a toujours des nouveaux challenges qui arrivent sur TikTok. Mais du coup, ça montre bien en tout cas qu'il y a un véritable attrait qui s'essouffle un petit peu là, mais moi je pense vraiment que si c'est pas Randonautica, tout ce qui est géocaching, ça va revenir de plus en plus à la mode parce que bah, c'est trop cool quoi, l'interactif, enfin, les expériences interactives et de chasse au trésor interactive, c'est forcément que stimulant quoi, quand c'est bien fait. Tu voulais me dire quelque chose? Oh non, j'ai envie de dire que des bêtises. Tu sais, m'as regardé du coin de l'œil un peu comme ça. Non, j'attendais de voir. Non, moi je pense que depuis que Jean-Luc Reichmann est sur TikTok, c'est has-been, ça y est. Hein, voilà, on en est arrivé là. Mais d'ailleurs, bon, puisqu'on en est là, d'ailleurs le fils de Jean-Pierre Pernaut hein, qui va quitter le Trésor à la fin de l'année. Sachez que son fils a partagé cet été un incident qui lui est arrivé, dont tu ne parleras pas sur ta chaîne. D'accord. Il a eu une torsion testiculaire un soir et il a tout documenté sur TikTok en direct. Voilà, un média d'avenir, tu vois. Je ne vois pas les mêmes choses que vous sur TikTok, je suis désolé, mon algorithme est pété. Faudra que tu me partages les comptes que tu suis ou tes hashtags, toi, tu m'as l'air... Je sais pas si c'est nécessaire. Ça m'a l'air particulier. On nous dit que TikTok c'est pour les enfants. Mais oui, Jean-Pierre Pernaut a un fils, il a une fille aussi. Suivez-les sur les réseaux sociaux. Tu m'as l'air bien informé sur la vie de Jean-Pierre Pernaut. C'est mon travail. Voilà. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a Samina Seri, nous dit Adrien, que je salue. Il y a Samina Seri qui vient de débarquer sur TikTok, donc c'est vraiment un truc de vieux maintenant, puisque Samina Seri va avoir 60 ans l'an prochain. Déjà? Ouais, voilà. C'est la vieillesse. Excusez-moi, me laissez pas parler parce que moi je vous fais dériver les gars. Hein, tu vas bientôt nous faire une crise de la quarantaine, fais gaffe, t'es très loin. Ouais, dans 4 ans. Ouais. Les premiers cheveux gris, ça y est. Du coup, oui, enfin voilà, Randonautica. Bah très bien. Voilà. On fait comme ça? Très bien, faisons comme ça.
Mathias, il y avait une dernière affaire dont tu voulais nous parler ou on a fait le Ouais, tour on a fait le tour de celle-là, en tout cas. Juste le truc où je voulais terminer sur Newsham Park. Tout à l'heure, tu me demandais d'où est-ce que ça sort, les histoires de légendes qu'il y a autour. Mhm. Alors, la page Wikipédia de l'hôpital mentionne des fantômes. Tu vois, il y a un petit endroit où il y a marqué activité paranormale dans le lieu. Mais il n'y a pas de source, ce qui est quand même toujours un petit peu embêtant sur Wikipédia de mettre un endroit sans ref. Et là, en tout cas, il y a tout un paragraphe sur les fantômes qui n'a pas de référence. Ok. Alors, je suis allé dans l'historique de modification de la page pour voir qui avait créé ça. Le paragraphe a été écrit en 2014 par un utilisateur anonyme, donc c'est une série de chiffres, qui n'a apporté que cette contribution sur Wikipédia, donc pas un habitué. Et je me suis posé la question, est-ce que ça pourrait être la personne qui gère la com de Haunted Happening qui a fait cette contribution et qui a ajouté ce paragraphe? Et en fait, je pense pas, parce que en 2014, le tour n'existait pas encore de Haunted Happening. Par contre, j'ai un peu creusé et je me suis rendu compte qu'il y a une autre société qui s'appelle Dusk Till Dawn Events, qui est aussi active dans la même région, qui avait lancé un tour similaire pour Halloween en 2014. Et un petit peu comme pour Mortemer, dont je parlais tout à l'heure, ou pour le château d'Oushka, dont j'ai parlé dans un épisode du Bureau des Mystères, je trouve que c'est plutôt commode que, comme par hasard, la modification sur Wikipédia faite par un utilisateur anonyme qui n'a rien écrit d'autre apparaisse pile en 2014, au moment où on lance un tour d'Halloween local. Je trouvais ça un petit peu... Voilà, je trouvais ça à minima surprenant que ça arrive au même moment. Donc voilà, je me doute qu'il y a peut-être un truc, un lien en tout cas. Effectivement, créer des bases de folklore pour appâter le client, ça paraît assez cohérent. Bah ouais, moi vous avez mon point de vue sur ce que je pense un petit peu de ça. Voilà, faut vraiment différencier en fonction des entreprises, des business et du lieu où c'est fait. Pour moi de mon côté, également de la qualité des tours dispensés. Est-ce que c'est juste du pur frisson, et on sait que c'est du pur frisson type, je prends l'exemple de, je sais pas, des parcs d'attractions par exemple, ou est-ce que c'est culturel, ou bien est-ce que c'est vraiment hybride comme a priori ils veulent le faire, ou est-ce que c'est peut-être un peu plus moralement discutable, type visite de la maison de Valescas par exemple, où on va visiter la maison où une famille s'est faite massacrer et on va essayer de capter leur fantôme. Bon, voilà, il faut vraiment faire ces distinctions-là. Parce qu'après, potentiellement, tout est intéressant. Et moi, j'estime que voilà, les histoires sont faites pour être transmises et racontées. C'est comme ça qu'on se construit tous. Par contre, effectivement, ça dépend du cadre, de leurs limites et du but aussi derrière ça, quoi. Voilà. Il peut y avoir un but financier, mais ça dépend de comment c'est fait. On a parlé d'un cas où vraiment ça a l'air d'être un petit peu sale. Par contre, on peut peut-être évoquer des trucs qui, eux, sont clean. Donc, tu parlais justement de ces visites à Paris que moi, j'ai jamais faites, mais du coup, tu m'as donné envie de les faire. Il faudrait que je les fasse. Tu peux me redire le nom, par contre? Alors, du coup, pour les curieux aussi, je leur ai dit, je suis pas partenaire avec eux et tout, c'est juste avis perso, ça s'appelle Sous les pavés et c'est très très varié, quoi. Ça va des visites de bandes de loupards du vieux Paris jusqu'aux visites sur les vampires, sur le Paris occulte ou sur le culte de Satan. Je vais mettre le lien dans le chat. Ouais, pour les curieux, voilà, c'est très abordable, on passe un bon moment et les gens sont très intéressants. Je voulais en conseiller un petit peu dans le même style, un que j'avais hésité à faire au début parce que je me demandais si ça allait pas être un truc ultra commercial, attrape-touriste à la con. Et la première fois que je suis allé à Londres, je ne l'ai pas fait. Et la deuxième fois, je me suis dit que j'allais quand même le faire, c'est le tour Jack l'Éventreur à Whitechapel. Ok. Et en fait, c'est vachement bien. J'avais peur vraiment de tomber sur un truc vraiment attrape-touriste à la con. Et non, c'est hyper intéressant. Je pense que ça dépend pas mal du guide sur lequel tu tombes. Mais en fait, il y a plusieurs options. Il y a soit donc tu peux le faire avec des guides en français, et c'est forcément payant, je crois d'ailleurs que c'est des guides en français. Ou alors tu peux faire comme j'avais fait, si tu comprends bien l'anglais. Il y a un truc qui s'appelle Free Tours by Foot, qui est en fait gratos et au chapeau. Donc voilà, si la personne est vraiment cool et tout ça, c'est sympa de lui mettre pas mal de thunes à la fin parce que voilà, il
ils vivent uniquement des tips. Mais du coup, nous, on avait fait ça avec ma copine quand on était allé à Londres. On s'est fait le tour de nuit à Whitechapel de Jack l'Éventreur. Et c'est passionnant. Et je pense que c'est un truc que tu peux faire plusieurs fois parce qu'en fonction du guide, l'expérience change. Puisque j'ai l'impression que quasiment tous les guides sur lesquels tu tombes, en tout cas sur ces sites gratuits où c'est des passionnés qui te font la visite, c'est tous un peu des ripperologistes qui ont tous leur théorie sur qui était Jack l'Éventreur. Et donc ils te font le tour et tu passes dans les endroits où ils te disent c'est là que Marianne Nichols a été assassinée, c'est là que ça s'est passé, elle te raconte, elle te remet un petit peu en ambiance, te dire comment ça s'est passé. Et ensuite ça se termine dans un autre endroit un peu plus ouvert où il y a eu le dernier meurtre. Et là elle dit maintenant on va passer aux théories. Et donc elle te dit nous ce qu'elle avait fait c'est qu'elle nous avait raconté les 3 théories principales. Donc la théorie complètement fumeuse comme quoi ce serait un membre de la famille royale. Assez amusante, ou celle selon laquelle ce serait un chirurgien ou je sais pas quoi. En gros, il y avait les 3 grandes théories, et elle en a sorti une 4e qui était la sienne, et qui était vraiment intéressante, sur un mec qui ensuite avait pris un bateau pour partir à New York, et on a découvert chez lui des restes humains qui pourraient être attribués aux victimes de Jack l'Éventreur et aux trophées qu'il avait prélevés. Donc c'est une théorie dont j'avais jamais entendu parler, et donc j'avais trouvé ça vraiment passionnant d'encore apprendre des trucs. Alors pourtant je m'étais un peu renseigné sur Jack l'Éventreur avant de le faire. Donc voilà, si vous passez à Londres en vacances, faut voir avec quelle société vous le faites. Je pense qu'avec justement ces associations gratuites au chapeau, c'est souvent plus intéressant. En tout cas, parce qu'on tombe vraiment sur des gens qui sont passionnés quand ils le font. Et c'est vraiment un truc à faire. C'est pas forcément un attrape-touriste. Donc ne pensez pas la même chose que moi quand je suis allé à Londres la première fois. Et faites-le, c'est vraiment cool. Surtout de nuit. Mais vous avez sûrement vu cet été qu'il y a une célèbre actrice qui est morte, qui est Naya Rivera, qui avait notamment joué dans la série Glee. Ah oui, oui, c'est celle qui s'est noyée. Elle s'est noyée donc dans un lac. De justesse son petit frère ou son fils, je sais plus, son petit frère, je crois. C'était son fils, et c'était donc sur le lac Piru, un lac en Californie. Et en fait, il y a eu quelques trucs qui sont sortis au moment où on savait pas encore si elle était vraiment morte ou pas, où on l'avait pas encore retrouvée. Il y a plusieurs choses qui sont sorties, notamment dans la presse américaine. Et il y avait une histoire en particulier qui m'avait un peu intrigué sur le coup, mais je pense que c'est purement du folklore. En fait, ce lac-là est réputé pour être difficile d'accès aux plongeurs. C'est un endroit où il y a beaucoup d'arbres, de plantes enchevêtrées dans les profondeurs du lac. Donc ça rendait l'exploration et les recherches assez difficiles, et c'est pour ça qu'ils ont un peu galéré au début à malheureusement retrouver son corps. Et donc il y a très peu de visibilité là-dessous. Et le fait qu'il y ait très peu de visibilité, qu'il y ait tous ces trucs enchevêtrés, ça a inspiré des légendes. Okay. Et c'est ça qui avait surpris une partie du public américain, c'est qu'il y a un bouquin qui est sorti en 2016, donc 4 ans avant la noyade de Naya Rivera. Un bouquin écrit par Evie Ibarra, qui est une autrice américaine qui est spécialisée dans le folklore et les légendes locales. Et son livre s'appelle Ghosts of Ventura County Heritage Valley, rapporte en fait des légendes du comté de Ventura. Et dans un des chapitres, elle raconte qu'il y aurait un spectre qui évoluerait sous la surface du lac Piru. Je vais te citer ce qu'elle dit. Donc ça, c'est texto, c'est ce qu'elle a écrit dans le livre de 2016. Certains habitants des environs affirment avoir vu la Dame du Lac émerger du lac Piru la nuit. Elle nagerait sous la surface de l'eau, monterait sur les bateaux et viendrait s'asseoir au milieu des passagers. C'est ce qui s'est passé un soir quand une famille de 8 personnes naviguait sur le lac à bord d'un grand bateau. Ils faisaient le tour du lac Piru et s'extasiaient de la beauté du paysage quand une des petites filles a crié. Elle était tranquillement assise à regarder l'eau lorsqu'elle a senti quelque chose de froid lui attraper le bras droit. La petite fille aurait vu un fantôme. Je poursuis la citation. Quand elle s'est retournée pour voir de qui il s'agissait, il y avait une dame assise à côté d'elle. La dame portait du blanc et était trempée. La petite fille était pétrifiée de peur. Alors qu'elle essayait de se lever, elle se sentait paralysée, incapable de bouger. Elle cria toutefois. Sa mère entendit son cri et vit la silhouette féminine au-dessus de sa fille. Les autres passagers du bateau se ruèrent vers l'enfant et le fantôme se leva, puis sauta dans l'eau. Donc d'après Evie Ibarra, ce témoignage-là serait un parmi beaucoup d'autres. Il y aurait beaucoup de témoignages au sujet de cette dame du lac Piru. J'en ai trouvé aucun autre, je vous rassure. Et je pense que tout ça s'apparente à tout simplement purement du folklore qui est ressorti à un moment opportun. Ce qui est vraiment un peu plus troublant, c'est que voilà, le livre a été écrit 4 ans avant cette affaire-là, alors qu'il n'y a pas énormément non plus d'affaires de noyades dans le lac Piru. Il y en a eu quelques-unes, mais pas. Enfin, je pense pas au point d'alimenter une légende comme ça aussi vite. Je pense que c'est juste les profondeurs du lac troubles
qui ont inspiré cette histoire de fantôme. Et est-ce qu'il n'y en a pas d'autres des légendes comme ça? Enfin, est-ce que c'est un archétype un peu de Dame Blanche, j'ai l'impression quand même. Ouais. Ça revient souvent, hein, ce genre de truc. En fait, tu lis le bouquin de Evie Ibarra, c'est que des histoires de ce style-là qui se passent dans ce comté. Et cette autrice-là a écrit d'autres livres. Donc là, c'est les fantômes du comté de Ventura, mais elle a écrit les fantômes du comté de je sais pas quoi, les fantômes de la vallée de machin. Et elle en a écrit, je crois, 4 ou 5 comme ça, où c'est des histoires de folklore qui ressemblent à ça. C'est un petit peu comme nous, ce qu'on peut avoir en France. Je pense que tu dois les avoir, ces bouquins. C'est les atlas de la France mystérieuse, là, aux éditions de Chou, les livres noirs. Tu vois, je pense que c'est un petit peu ce genre d'histoire-là qu'elle a un petit peu modernisé et qu'elle rapporte dans ses différents livres. Sur les petites histoires extraites de spectres aperçus, nuit, etc., dans tel ou tel coin, où des fois alors des fois il y a plusieurs pages et c'est une véritable affaire, des fois ça tient effectivement juste de l'archétype folklorique qu'on te raconte sur 5-6 lignes. Et après c'est un travail de titan, c'est pour ça que c'est une discipline de l'histoire, qui est d'être historien folkloriste. Et parce que je ne suis absolument pas, hein, je suis juste un curieux, donc j'ai même pas la vraie méthode, mais j'ai déjà pu remarquer à mon humble niveau que quand tu creuses, tu peux rapidement faire des points avec des éléments d'histoire qui se sont passés à l'époque, donc soit liés à des personnages, soit à une famille, soit une intrigue même politique, je parle pas politique forcément du pays, mais politique de village, des petites intrigues qui derrière ont inspiré sur les écrivains qui ont rapporté les récits, qui se sont rapportés soit d'abord par tradition orale et qui ensuite ont été consignés à l'écrit. En fonction en plus de l'écrivain, si c'est un écrivain qui est du clergé, il n'a pas la même interprétation qu'un écrivain, je sais pas, plus érudit, mais un peu moins religieux, on va dire, parce qu'à l'époque, de toute façon, tout le monde était plus ou moins religieux. Donc, il y a toujours une espèce de part d'histoire en général derrière, qui, si elle ne part pas d'une tradition orale, part d'un fait véridique. Donc, je sais pas s'il faudrait creuser sur. Il y a sûrement de quoi faire un épisode, tu vois, sur le petit bout d'histoire du lac hanté par un spectre que tu nous as narré. C'est pas impossible qu'effectivement il y ait toute une chronologie qu'on puisse retracer. Mais c'est effectivement un gros boulot d'histoire à faire, mais ça permet un peu de dissocier le paranormal de l'histoire, de voir qu'est-ce qui tient véritablement de l'événement, on va dire, paranormal. Est-ce que c'est factuel ou est-ce que ça a été déformé par les référentiels qui n'étaient pas les mêmes avant, d'interprétation du monde qu'on a aujourd'hui, quoi. Par rapport à Glee, justement, moi j'ai vu, parce que je pensais au début que c'était ça que tu allais dire. La malédiction de Glee. Sur les réseaux, tu sais, t'avais des histoires de malédiction, un peu comme Poltergeist, quoi, où tout le cast sera un peu, il y aura une malédiction sur, ça tient un peu des grosses malédictions du cinéma qu'on retrouve souvent. Il y a ça pour les Poltergeist, et là pour Glee aussi, j'ai vu qu'il y avait ça. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un dans le chat qui dit que ça lui fait penser à la Llorona, et je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Ah ouais. Oui, j'ai pensé. On est en Californie, hein, donc on est vraiment pas loin des endroits où il y a les légendes de la Llorona, où on a aussi cette thématique de la femme en blanc et de la thématique surtout très importante de l'eau. La Llorona est toujours à côté d'un espace d'eau, d'un point d'eau. C'est vrai. C'est très très vrai. Alors quelqu'un dans le chat demande pourquoi on parle de Glee, mais c'est parce que c'est le lac où elle s'est noyée, où est morte, qui était lié à une légende. Voilà. Est-ce qu'on ferait pas la pause Bah écoute, je sais pas. Hein, ouais, je pense que Mathias, t'as fait le tour. Oh, j'ai complètement fait le tour. Ouais, c'était le petit truc que j'avais en plus. C'est fini. Bon, voilà, par contre, si vous avez des questions, je suis dispo. C'est comme vous voulez. Nous de notre côté aussi, je pense qu'on a fait un beau tour, en tout cas avec Mathias. Je rappelle du coup l'instant promo quand même, si vous ne connaissez pas Mathias, si vous n'avez pas vu les précédentes... Je suis prêt pour tous les liens que vous voulez. Bah écoute, là tu vas pouvoir tout balancer. Donc Mathias a un podcast qui tient avec Charles, on le rappelle, qui s'appelle Le Bureau des Mystères, et également un deuxième qui s'appelle Inspiré de faits réels, où ils font du très très gros taf de grande qualité, donc je vous recommande beaucoup leur travail. Ils ont également sorti un livre enquête il n'y a pas longtemps qui s'appelle Le Bureau des Mystères justement. Vous pouvez retrouver pas mal d'affaires aux frontières du paranormal, ou en tout cas très curieuses et mystérieuses, qui sont chroniquées avec un parti pris qui est très factuel. Donc voilà, il y a pas mal de pistes qui sont évoquées. Je sais pas si tu as une actu, Mathias, à faire passer là prochainement. Particulièrement, on a aussi 2 vidéos sur ta chaîne qu'on a fait ensemble. Si vous ne les avez pas vues, effectivement, il y a une vidéo avec Charles sur le projet MK Ultra, me semble-t-il, sur la manipulation mentale, etc.
Et avec Mathias, c'était sur la photo réputée la plus... enfin, la photo paranormale la plus célèbre, qui est sur la Dame Brune de Renamol, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on vous en dit pas plus si vous n'avez pas vu les vidéos. Allez voir si l'intervention de Mathias vous a plu. Je pense que tous les liens là qu'on vous a balancés vous intéresseront beaucoup. Également, n'hésitez pas à suivre mes réseaux pour avoir l'actu et le prochain appel à témoins quand je le ferai, voilà, c'est ça, mais des petits... participer. Mais également pour avoir l'actu que je partage pas forcément en vidéo, il y a plein de petites histoires, etc. Surtout le compte Instagram, si vous voulez, c'est là que je suis le plus actif. C'était à peu près tout, j'espère que ça leur a plu, c'était cool. Bah, oui, on était en rodage, c'était une première. C'est super passé. Nous, de toute façon, là, dès qu'on raccroche, on met nos pyjamas. Ah bah oui, là, on va aller se pioter. Il y aura des lives un peu horrifiques où vous dormirez pas, mais pour celui-là, vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles. On est resté léger. Oui, on est resté ça sympa. a été, ouais.